Une descente matinale à Chicago a fait la une, tandis que l'Administration fédérale de lutte contre la drogue, DEA, annonçait qu'une opération anti-cartel d'une semaine avait mené à près de 200 arrestations, rien qu'en Nouvelle-Angleterre. La DEA a affirmé que toutes ces personnes étaient membres du cartel de Sinaloa, le plus grand cartel de drogue au monde. Les lampes torches des agents balayaient le mur. Derrière un faux panneau de béton, à 12 mètres sous l'usine de conditionnement de viande de Chicago, se trouvait un tunnel suffisamment large pour un chariot élévateur, équipé d'un éclairage industriel et encore chaud du dernier convoi qu'il avait traversé. Empilés du sol au plafond se trouvaient des briques sous vide, des armes de type militaire et 7 sacs de sport qui pèseraient plus tard 19 millions de dollars en espèces. Mais ce qui a arrêté chaque agent net n'était pas la drogue. C'était la carte plastifiée épinglée au mur du tunnel. Y figuraient des itinéraires de transit, les fenêtres de changement de patrouille et un nom que personne ne s'attendait à voir. Ce moment a mis fin à une enquête de 16 mois. Bienvenue sur l'échiquier global. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une histoire qui a secoué Chicago jusqu'à ses fondations, révélant une infiltration criminelle d'une ampleur inédite. Voici comment tout a commencé. Les individus associés à cette organisation de trafic de drogue étaient prêts à défendre leurs opérations avec une violence extrême. Il était 3h14 du matin à Chicago, Illinois, dans le corridor industriel du South Side, à 3 km du lac Michigan. Les équipes des opérations spéciales du FBI, du renseignement tactique de la DIA et des équipes d'intervention de l'ICE étaient postées dans des véhicules banalisés dans l'obscurité, en attente. Personne ne parlait, car ce qu'ils avaient intercepté au cours des 48 dernières heures avait entièrement changé la nature de cette opération. Ce qui avait commencé comme une simple enquête sur la distribution de stupéfiants s'était transformé en ce que le commandement fédéral appelait, discrètement dans des mémos chiffrés, l'infrastructure de cartel urbain la plus sophistiquée jamais découverte sur le sol américain. 9,2 tonnes de fentanyl, 19 millions de dollars en argent liquide intraçable et un réseau de tunnels sous le South Side dont personne, ni la police de Chicago, ni le bureau local de la DIA, ni même les ingénieurs des infrastructures municipales ne connaissaient l'existence. 3 questions brûlaient dans l'esprit de chaque agent de ce groupe de travail cette nuit-là. Depuis combien de temps cela fonctionnait-il? Qui a donné au cartel l'accès aux cartes souterraines de la ville? Et la question que personne n'osait prononcer à voix haute, combien de personnes au sein du système ont aidé à construire cela? Restez avec nous, car les réponses à ces questions sont sur le point d'émerger, et aucune d'entre elles n'est réconfortante. Ce que les agents sont sur le point de découvrir va révéler une vérité bien plus sombre et profondément enracinée dans le système. À 4h03 du matin, 6 équipes d'assaut se sont déployées simultanément dans 4 codes postaux de Chicago. Des grenades assourdissantes ont brisé le silence au-dessus d'un entrepôt de pièces automobiles du South Side. Les portes ont été arrachées de leurs gonds. Des agents en tenue tactique se sont engouffrés comme de l'eau. À l'intérieur, une opération de traitement de marchandises était en cours. Les travailleurs se sont dispersés, un homme s'est enfui vers une sortie arrière avec une sacoche d'ordinateur portable que les analystes fédéraux mettraient 9 heures à déchiffrer. Dans un deuxième lieu, une entreprise de logistique de fret du côté sud-ouest, les agents ont trouvé 3 semi-remorques chargées de cargaisons agricoles légitimes en surface et 900 kg de cocaïne scellés dans des compartiments de plancher modifiés en dessous. Une troisième équipe a frappé une planque du cartel à Cicero. 2 gardes armés et, derrière un faux mur, 47 fusils d'assaut de type militaire, dont 12 avaient des numéros de série traçables jusqu'à un dépôt de preuve des forces de l'ordre qui les avait déclarés détruits il y a 2 ans. Et ce qu'ils ont trouvé dans les 10 premières minutes de cette descente a été l'entrée du tunnel, cachée sous un élévateur hydraulique dans le sol de l'entreposage de pièces automobiles. Une fois descendus, les agents ont réalisé que ce n'était pas un simple passage, c'était une artère s'étendant sur près d'1,5 km dans 2 directions, renforcée par une charpente en acier
ventilé et équipé d'un système ferroviaire à voie étroite pour le transport des produits. Le long des murs, 14 alcôves de stockage distinctes, chacune climatisée et remplie. 2,4 tonnes de pilules de fentanyl, 3,1 tonnes de méthamphétamine, d'héroïne, de cocaïne et ses 7 sacs de sport remplis d'argent liquide. La saisie totale sur tous les sites ce matin-là s'élevait à 9,2 tonnes de stupéfiants et 19 millions de dollars. Mais la carte plastifiée sur le mur du tunnel, avec ses itinéraires de patrouille, ses fenêtres de changement d'équipe et ce nom, est devenu le centre de toutes les attentions. 6 heures plus tard, le cybercommandement du FBI avait les disques durs saisis. Quantico était en ligne. Les analystes ont commencé à déchiffrer la couche de chiffrement après couche. Et ce qui est apparu sur ces écrans n'était pas un réseau de drogue, c'était une architecture. Ils l'appelaient en interne l'opération Corridor de fer. 17 sociétés écrans, enregistrées en Illinois, en Indiana et au Wisconsin. Des comptes fantômes, acheminant les revenus du cartel via une chaîne de restaurants régionales, 2 entreprises de construction et une organisation à but non lucratif qui avait demandé une subvention fédérale pour des infrastructures 8 mois auparavant. L'argent circulait rapidement et proprement. Des revenus de distribution du cartel vers des comptes écrans, des comptes écrans vers des revenus d'entreprises légitimes, des revenus d'entreprises vers des réseaux de dons politiques et, dans 2 cas documentés, directement vers le financement de campagnes électorales. L'homme au centre de cette carte numérique était Miguel Salazar, connu dans les communications du cartel uniquement sous le nom de l'architecte, chef des opérations de tunnel pour le réseau de distribution du cartel de Sinaloa à Chicago. Un homme qui n'avait jamais été arrêté, jamais photographié sur une scène de crime et dont le nom n'apparaissait dans aucune base de données des forces de l'ordre jusqu'à présent. Une analyste, avec 12 ans d'expérience au sein du bureau, s'est reculée de son écran et a appelé son superviseur. Ses mains tremblaient. Elle avait trouvé les permis d'accès souterrains, délivrés par la ville, légitimes, et signés par un bureau d'infrastructure municipale. Quelqu'un ayant accès à la ville avait approuvé des travaux de construction dans ces corridors il y a 18 mois. Les permis mentionnaient un projet fictif d'amélioration du drainage. Et parmi les téléphones saisis, l'un contenait un fil de discussion avec quelqu'un à l'intérieur de ce bureau. Cette boucle ouverte était sur le point de se refermer de la pire des manières. Mais l'architecte ne travaillait pas seul. Le système de tunnel avait un partenaire silencieux. Quelqu'un avec le genre d'accès qui ne vient pas de l'argent. Cela vient d'un insigne. À 5h23 du matin, au centre de commandement de la Force opérationnelle conjointe, au centre-ville de Chicago. La carte numérique sur le mur affichait 43 marqueurs rouges pulsant à travers la zone métropolitaine. 1200 agents fédéraux, 58 équipes du SWAT, 16 hélicoptères Black Hawk, des unités tactiques de la DIA, menant des opérations parallèles le long du corridor de l'autoroute I-90, des équipes d'intervention de l'ICE travaillant sur 3 centres de transit connectés à la frontière. L'ampleur était sans précédent pour Chicago. Et au cours des 4 heures suivantes, tout s'est déroulé rapidement. Un super laboratoire adjacent au désert, en dehors de Gary, Indiana, produisant environ 400 kg de méthamphétamine par semaine, a été pénétré et fermé. Une propriété de luxe dans les banlieues nord, enregistrée au nom d'une société écran, a révélé 3 coordinateurs logistiques seniors du cartel et un coffre-fort contenant des titres de propriété pour 6 entrepôts supplémentaires. Une maison de transit de traite d'êtres humains dans le West Side a été perquisitionnée. 43 personnes ont été secourues. Les agents sont restés silencieux longtemps après que la pièce ait été dégagée. Le bilan total de l'opération complète, 361 arrestations, 8,4 tonnes de stupéfiants supplémentaires, 67 millions de dollars en espèces et en biens saisis et 89 armes à feu. Le réseau semblait démantelé et pendant environ 40 minutes, le commandement fédéral s'est permis de le croire.
Ce fut la fausse fin, car c'est alors que le serveur final a été déverrouillé. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Ce qui se trouvait à l'intérieur de ce serveur ne décrivait pas une opération de drogue. Cela décrivait un système. Une deuxième couche si profondément ancrée dans l'infrastructure de Chicago que le démantèlement du cartel en soi ne l'atteignait pas. 26 policiers en service actif figuraient sur la liste de paie mensuelle documentée du cartel. Les paiements étaient déguisés en honoraires de consultation provenant de l'une des entreprises de construction Écran. 9 fonctionnaires des douanes et des transports, dont les horaires de patrouille avaient été discrètement ajustés de manière rotative pour ouvrir des fenêtres de 20 à 40 minutes pour les convois de drogue traversant les points de contrôle. 4 juges en fonction, dont les dossiers de classement sans suite, lorsqu'ils étaient comparés aux chronologies des arrestations du cartel, montraient un schéma que les procureurs fédéraux décrivaient comme statistiquement impossible à expliquer autrement. Et au centre de cette carte de tunnel plastifiée, le nom qui a stupéfié chaque agent était celui d'un directeur adjoint au sein du Bureau municipal des infrastructures de Chicago. Le même bureau qui avait signé ses permis de drainage. Le même bureau qui avait un accès souterrain au schéma des tunnels de la ville remontant à 30 ans. Concentrez-vous sur la suite, car c'est là que tout prend une autre dimension. Le directeur adjoint fournissait au réseau de Sinaloa des données sur les infrastructures de la ville depuis 22 mois. Non pas par idéologie, mais initialement pour de l'argent, puis pour sa protection. Car une fois que vous êtes impliqué, l'architecte s'assurait que vous compreniez le prix à payer pour partir. 3 témoins fédéraux d'enquête antérieure avaient rétracté leurs témoignages au cours des 18 derniers mois. 2 avaient déménagé. L'un était simplement devenu injoignable. Le cartel n'avait pas besoin de violence pour contrôler le système. Il avait besoin d'influence, et il l'avait cultivée patiemment, méthodiquement, au sein des forces de l'ordre, de la magistrature et du gouvernement municipal, de la même manière que l'on construit lentement un tunnel sous terre, là où personne ne regarde. Le 22, Miguel Salazar a été arrêté à l'aéroport international d'O'Hare alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol de correspondance sous une identité secondaire. Le directeur adjoint a été placé en détention fédérale le même matin. 26 policiers ont été inculpés. Le réseau, selon toutes les métriques visibles, était démantelé. 361 arrestations, 9,2 tonnes de fentanyl retirées des rues de Chicago, 19 millions de dollars en espèces récupérés. Justice avait été rendue sur le papier. Mais les enquêteurs ont trouvé un dernier fichier sur ce serveur final, un document de succession. Des noms, des rôles et des affectations opérationnelles pour un réseau parallèle déjà actif dans 3 villes supplémentaires. L'architecte avait conçu le système pour survivre à sa propre exposition. Chicago n'était pas le point d'origine, c'était le prototype. Il n'avait pas seulement infiltré le système, il l'avait franchisé. Rien qu'en Illinois, les décès par surdose impliquant le fentanyl ont atteint 2600 l'année dernière. La majorité de l'approvisionnement a maintenant été tracée jusqu'aux chaînes de distribution connectées à ce réseau. 43 personnes ont été secourues de cette maison de transit du West Side. Les enquêteurs pensent que plus de 200 autres personnes passées par cette même opération restent introuvables. Une mère de Pilsen a perdu son fils de 19 ans à cause d'une pilule de fentanyl qu'il croyait être un analgésique. Elle a découvert 8 mois plus tard d'où elle venait. Elle a quand même témoigné lors de l'audience fédérale. Cela a demandé quelque chose que la plupart des gens ne seront jamais appelés à trouver. Ce n'est pas seulement une histoire de crime, c'est un plan directeur. Cela s'est passé sous Chicago, cela se passe ailleurs. Et le pouvoir à ce niveau ne s'annonce pas. Il dépose des permis, il se présente au travail, il signe des documents et il construit en silence jusqu'à ce que le tunnel soit terminé et que les lumières soient déjà allumées. Les 3 autres villes mentionnées dans ce fichier de succession font toujours l'objet d'une enquête.
Le nom en tête de la liste des successeurs, personne ne l'avait vu venir.